L'impact du passé. Tog se fond dans la foule qui hurle en marchant vers l'ambassade de France à N'Djamena, en scandant « Nous ne voulons plus de colonisation ». Il se fraye un chemin tant bien que mal, bousculant certains et s'excusant platement. Il remarque un groupe de femmes déguisées, d'une manière particulière, fausses épées portées aux hanches. Il se met à ricaner devant ce spectacle hors du commun. La tête du groupe, une femme menue, teint, brillant et chaud, remarque ses moqueries. Elle s'arrête à son niveau et l'interpelle. « Tog, arrête de te moquer de nous. Nous sommes des guerrières, comme tu vois. Calme-toi, sinon tu prendras mon épée quelque part. » Sa déclaration booste encore plus son fou rire, et il ne se gêne pas à le lui montrer. Son rire laisse entrevoir des dents bien blanches et bien rangées sous des lèvres bien dessinées. Séduite. Naïsi lui dit « Si tes combats ont le même effet que ton sourire, j'achète. » Se reprend rapidement étonné d'avoir marqué par son rire qu'il déteste tant lui-même. Il redresse nerveusement sa cravate et répond d'un ton moqueur. « Oh ma belle, ne me dis pas qu'une guerrière comme toi pourrait succomber au charme banal d'un homme comme moi. Prends ça comme tu veux. » Rétorque-t-elle avant de tirer une carte de visite de sa poche et lui tendre. « Je suis Naïsi. Tu peux me joindre à ces numéros si jamais l'envie te prend de te joindre à notre mouvement. J'avoue que j'ai toujours rêvé de croiser l'homme surnommé le Faux Noir par tout le monde, continue-t-elle. En réalité, jusqu'à présent les hommes se méfient de nous. Alors peut-être que si tu nous rejoins, on arrivera à recruter des guerriers aussi. Super ma chérie. Apparemment tu es une fanat de l'émission, et si on modernisait notre culture? Ne t'inquiète pas ma belle, j'y penserai et te reviendrai très bientôt. Oui c'est ça, et je ne loupe aucunement cette émission, rien que pour te voir. Soutient-elle avec un clin d'œil. Naïsi ne lui laisse pas d'autre occasion de bavardage et disparaît dans la foule immense qui continue d'hurler. Nous ne voulons plus de colonisation, plus de gardiens de plantation. La semaine qui suit cette rencontre, Tog n'a pu se détacher de l'image de cette femme récalcitrante au regard envoûtant. Il ne cesse de scruter son profil Facebook. Buvant chacun de ses mots, de ses publications, mais la peur de la revoir le paralyse. Il sait pourtant que des sentiments naissants, mais plus forts que lui, l'agitent et le poussent vers elle. Sa force de caractère le subjugue, pourtant l'occasion d'une nouvelle rencontre reste floutée par cette peur de se voir précipité dans une vie à deux. Un jour, comme d'habitude, dans sa quête de rapprochement avec celle qu'il aime en secret. En fin de journée de travail harassant, alors qu'il vient de rentrer, il ouvre son profil Facebook et reste planté devant à regarder encore et encore ses photos, sans avoir le courage de lui laisser un mot. Mais Tog, que t'arrive-t-il? Se surprend-il à se demander à lui-même. Il s'étonne de se voir intimidé par cette femme. Lui, le beau parleur, qui séduisait des femmes sans se retenir. Tog se rappelle avec douleur un événement passé, la trahison et l'abandon de cette jeune femme rencontrée au lycée qu'il adorait. Cette femme était inaccessible, confie Tog. C'était ma lionne. Tous les autres hommes la fuyaient parce qu'elle refusait de céder à leur charme. J'ai cru pouvoir la briser, la dompter. Elle ne voulait pas de moi, mais j'avais parié avec les amis que je l'aurais. Elle voulait se réserver pour son époux, et moi, je voulais en faire un jouet. Il soupire. Un sourire narquois se dessine. Il se lève et se sert un verre de vin pour se soutenir le moral. L'impact de ce passé semble encore vivace dans son esprit. D'une beauté rare, les autres la prenaient pour une divinité. Même les professeurs ne la laissaient pas tranquille. Ok, pour dire vrai, tous les amis avaient tenté de la culbuter sans succès. Beaucoup en étaient devenus ses pires ennemis, cherchant le meilleur moyen de la détruire. Alors ils avaient fait appel à mon talent de séducteur. J'ai toujours eu quelque chose qui me rendait irrésistible. J'ignorais d'ailleurs d'où me venait cette force, puisque je n'étais pas le mannequin du lycée. Oui, bel homme trentenaire à présent. Mais avant ça, sans doute de mon intelligence et mon aisance en public, j'étais toujours bien entouré, puisque je faisais office de professeur particulier après les cours. Mais les amis voulaient absolument que je la séduise. Alors un jour à la cafétéria, l'un d'entre nous la voyant rejoindre ses copines pour le déjeuner, était venu me chuchoter. « Eh gars, voici la fille, c'est à toi de jouer. » Aussi, poussé par cet élan de fossoyeur, je m'étais jeté à sa poursuite. Cette soif d'être le clown de service, admiré des autres, m'avait perdu. Tant bien que mal, usant d'une honnêteté qui m'était étrangère, j'ai pu la convaincre, elle et ses copines, de se joindre à notre soirée chez l'un des amis. Après cette soirée où je la trouvais plus belle que jamais auparavant,
on a continué aisément notre amourette. En un mois, elle a conquis mon cœur et mis mes sens en désordre. Les amis attendaient désespérément la suite. Oui, ils attendaient que je leur dise si j'ai pu faire d'elle ma femme. Vous comprenez bien la chose? C'était ça le deal. Mon amour pour elle me dictait de ne jamais lui faire du mal, mais ma bande de copains et leurs moqueries, je n'en voulais pas non plus. Alors je m'étais dit que cela devait se passer à la soirée de fin d'année, après ma réussite au baccalauréat, puisqu'il était prévu que je parte pour la France, afin d'y entreprendre des études poussées. Entre-temps, en secret, j'avais déjà prévu de l'épouser officiellement à mon retour, puisque c'était la seule femme qui a su mettre fin à ma course vers ma tombe. C'était la seule qui m'a fait ressentir ces choses que je m'interdisais de ressentir. À cette soirée, j'avais décidé de ne plus laisser les sentiments sains m'arrêter. Je l'avais alors isolée et on n'était que deux. Elle ne voulait pas se laisser faire. Elle me frappait et me repoussait, mais c'était trop tard pour elle. Personne ne pouvait nous surprendre. C'est ainsi que j'ai découvert qu'elle était réellement vierge. Après cela, alors que je voulais lui demander d'être ma femme, elle a simplement couru comme une bête blessée et a disparu dans la nuit noire. Je m'attendais à la voir revenir avec ses parents et la police. Ah, ma cellule de prison défilait déjà devant moi, comme dans ces mauvais films européens que j'avais l'habitude de regarder, histoire d'impressionner les potes au lycée. J'étais persuadé que je n'allais plus jamais pouvoir l'approcher encore, mais j'étais fou d'elle et intenable. Dans mon fort intérieur, elle était déjà mon épouse. Je l'imaginais porter nos enfants et se réveiller tous les jours dans mes bras. Fait-il. Après le désastre de la nuit, pendant notre soirée de fin d'année à l'hôtel, je n'avais plus entendu parler d'elle. Quant à ma bande, il lui fallait des preuves. Alors j'ai pris précaution et j'ai gardé la serviette qu'elle avait utilisée pour s'essuyer rapidement avant de prendre la fuite. Tachée de sang, mes potes n'en revenaient pas. D'autres me demandaient si je l'avais égorgée. Nous avions tous peur à cet instant. Il fallait donc dissimuler les faits et chercher à la convaincre de ne pas nous dénoncer. Puisque c'était du viol même si l'on se fréquentait. Je me disais que si par chance elle me reparlait et que j'échappais à la prison, ça voudrait dire qu'elle m'avait pardonné. Parfois, je partais avec les potes rôder dans son quartier, histoire de la voir, mais on ne la croisait plus, et je sentais mon amour pour elle prendre le dessus. Mes potes avaient pitié de moi, et pour me soulager, avaient proposé de lui demander pardon. On était alors partis avec un bouquet de fleurs et un mot, mais les voisins nous ont informés qu'elle serait en vacances chez sa tante au Nigeria. C'en était fini pour moi. Je me disais que je ne pouvais me concentrer sur mes études, si jamais je partais de là sans m'expliquer et sans son pardon. À un jour de mon départ pour la France, alors que je faisais mes adieux aux potes dans le club dancing d'à côté, elle a débarqué avec ses cousines et un de mes potes Mathias, surnommé Maté. Maté m'a encore étonné cette fois-là. Ça a toujours été l'homme des situations impossibles. Maté lui aurait expliqué mon état et elle aurait accepté d'écouter mes explications. J'étais dans tous mes états, mes premiers mots étaient « Pardonne-moi, ma chérie ». Elle avait très mal réagi à ces mots et m'a dit « Tog, je ne suis pas venu te voir pleurnicher. Maté m'a dit que si je refuse de t'écouter, tu te suiciderais. Ne m'appelle plus jamais chérie. Garde ce mot pour une autre que tu piégeras là où tu vas. » Je m'efforçais de continuer devant sa froideur et son regard blessé. Je continuais de murmurer « Tu sais que je t'aime, c'est plus fort que moi. Je ne dors plus, je vis l'enfer et tu as le droit de me traiter comme tu fais. Je suis tombé très bas, mais je ne peux nier le fait que je suis fou amoureux de toi, que j'ai envie de faire de toi ma femme. » Elle a éclaté de rire, ce genre de rire moqueur et blessé à la fois. Elle m'a toisé et m'a dit « Tog, j'ai été bête. Toi et ta bande de pourris aviez profité de ma confiance et naïveté. Mais sache que la leçon était bien passée. Comme quoi, aucune ne doit vous résister, ou alors vous la détruisez. Mais le Très-Haut vous détruira à son tour. Tu as seulement de la chance que je ne vous envoie pas en prison, mais à partir d'aujourd'hui, prie que nos chemins ne se recroisent plus jamais. » Puis elle a tourné les talons et m'a tourné le dos encore une fois de plus, ignorant mes pleurs et mon amour pour elle qui brûlait, encore, et a disparu encore dans la nuit noire. Il fallait que je m'isole pour pleurer, c'était ce que j'avais fait. Tout juste, avant de prendre l'avion. Elle ne m'a laissé aucune chance, mais j'avais encore espoir de la retrouver. La retrouverai jamais? J'ai dû quitter le pays, le cœur rempli de chagrin. Les débuts d'études, le froid ont été particulièrement pénibles pour moi.
Heureusement que Maté m'avait rejoint pour ses études au second semestre. Oui, mon frère, plus qu'un ami. L'homme des situations impossibles. Malgré les femmes que j'ai pu enchaîner pendant mes études, aucune ne pouvait la remplacer. C'est encore Maté qui a pu glaner de ses nouvelles avec ses cousines. On a pu savoir qu'elle avait fait 2 ans au Nigeria, puis avait quitté pour l'Angleterre. On a pu aussi obtenir les coordonnées de son école. Oui, mais aucune trace d'elle. Pourtant cette Naïsi lui ressemble étrangement. La voix, la force de caractère, tout d'elle me rappelle ma lionne. Aurait-elle changé de nom? Puisque si ma mémoire est bonne, elle s'appelait Perle, pas Naïsi. Tog n'a pu aimer une autre femme. Cette peur l'a toujours persécuté. Ses fiançailles avec une Tchadienne, fille d'un ami diplomate de son père, croisée en Europe pendant ses études, ont été un échec cuisant. Ainsi, cette belle inconnue a réussi à mettre fin à la carrière de coureur de jupons du Lion. Serait-ce Naïsi comme il croit? De toute façon, Tog se refuse à en savoir plus pour l'instant. Ses parents, quant à eux, s'inquiètent de le voir toujours sans femme et enfant. Dans les discussions avec son père, il est désormais question de lui prendre une femme s'il ne se décide pas lui-même à en prendre. Son père, ses frères et sœurs, lui présentent des femmes, mais lui reste toujours de marbre, partagé entre son job et sa bande de copains depuis le lycée. Surtout qu'ils travaillent tous dans la même firme. Leur boss dit toujours « J'ai embauché 5 potes inséparables et le travail en équipe est génial. On est comme une famille dans l'entreprise. » Il commence désormais à redouter les week-ends, étant donné qu'à chaque week-end, un de ses parents tente de lui coller une femme. Tog est las de ce bureau vide, qu'il parcourt nonchalamment des yeux, ce vendredi, où tous les amis ne jurent que par une bonne détente entre célibataires dans le club huppé du coin. Ses potes et collègues ont essayé en vain de le tirer du travail. Lui qui, d'habitude, reste causé un peu plus tard après le déjeuner, ces temps-ci, Tog ne tarde jamais à prendre congé. Son air un peu perdu attire l'attention de Mathias, qui est le dernier à quitter le bureau. Mathias vient se prostrer devant son bureau, plutôt décidé à en découdre avec son changement d'attitude. « Tog, je pense vraiment que tu as un problème. Il est bientôt 21 heures. Le gardien va fermer les bureaux et mettre l'alarme dans 30 minutes, et tu me sembles pas pressé de quitter. Tu es là plongé dans des dossiers clos depuis 1 semaine. Dis-moi, as-tu des problèmes avec ta famille? Viens, allons chez moi, on a en parler. Tu sais qu'on est comme des frères, toi et moi, on n'a rien à se cacher. » Bon sang, hurle Tog. Suis-je un ado? Suis-je sous tutelle? Phil Maté, tu me pompes l'air. Non, Tog, rétorque-t-il presque au bord des larmes. Je suis inquiet, vieux. Ça fait 1 mois qu'on t'observe, et tu as complètement changé. Tu te tues au travail. Les week-ends, tu ne sors plus avec nous. Tu nous manques, vieux. S'il te plaît, allons à la maison. Chez moi, on sera tranquille pour bavarder. Tog se résigne finalement à suivre Mathias chez lui. Une fois dans la voiture, Tog fond en larmes, la tête sur le volant, puis lève la tête vers le ciel et dit « Mon père, si tu es là-haut, dis-moi pourquoi c'est si dur pour moi. Maté et les autres sont déjà mariés, mais moi, je n'arrive pas à me détacher de mon amour pour elle. Elle, toujours et encore. Pourtant, aide-moi. » Mathias, le voyant stationner sans bouger, revient à la charge. « Hé, Tog, le gardien veut mettre l'alarme. Dépêche-toi de sortir. » Tog essuie ses larmes et commence les manœuvres pour sortir sa voiture. Alors qu'il est sur le point de se lancer dans la circulation dense de ce vendredi soir, l'air un peu perdu, il aperçoit une femme qui ressemble étrangement à Naïsi sur une moto en train de sortir aussi du parc d'activités où se trouve leur cabinet. Tog a failli perdre le contrôle de sa voiture, mais se ressaisit tout juste et évite un accident sans doute mortel. Puré dans ses pensées en conduisant, c'est Mathias qui le précède, qui le ramène à la réalité en klaxonnant une fois devant le portail de sa maison. Un adolescent vient leur ouvrir. « Dis donc, Maté, c'est qui ce garçon ?» lui demande-t-il. « Oh, lui, c'est le fils de ma belle-sœur, tu sais. T'as tout de même pas oublié que je suis un homme marié et que bientôt je serai un homme choyé dans un foyer chaleureux. »